Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais aborder le sujet de l'adolescence. Donc pas des livres sur les ados, j'en ai déjà fait, mais plutôt des livres sur cette période par laquelle nous sommes tous passés. Si nous ne sommes pas passés, c'est que vous avez moins de 12 ans. Mais voilà, c'est une période très importante de notre vie et je souhaitais en parler à travers des livres qui m'ont touchée, qui certains sont assez sensibles comme livres, âme sensible du coup, s'abstenir. Donc voilà, je vais faire un petit top 7, mon top 7 des livres sur l'adolescence et je vais commencer avec No et moi de Delphine de Vigan qui est paru en quelle année? Tac tac tac, en 2007. Donc No et moi, donc on a No et Lou. Lou est une jeune fille studieuse, elle vit dans un foyer qui est très triste parce que les parents ont perdu un enfant. Donc c'est un foyer où voilà, elle n'arrive pas à trouver sa place, elle a l'impression d'être en trop. Et puis elle rencontre No qui est une jeune SDF de 18 ans qui se cherche, qui est en proie à ses problèmes personnels. Et Lou va tout faire pour l'aider, sauf qu'accueillir un étranger chez soi n'est pas chose évidente. Et finalement, Lou, d'une certaine manière, sera aidé par No, par son absence. No s'en ira. Et finalement, cellule familiale de Lou va réussir à se reconstruire. Donc c'est un beau roman d'apprentissage. On a la thématique des SDF parce qu'on les voit tous les jours, on ne sait pas comment ils vivent et là dans le livre c'est très bien abordé. On a aussi la question de l'adolescence, les questions assez récurrentes de l'adolescence, l'amour, le bien-être, est-ce qu'on est bien dans sa peau, comment on se trouve soi. Voilà, c'est là que cheminent les premières idées de chirurgie esthétique et de ressembler à des personnes qu'on voit à la télé. Donc, nous et moi, top. Je vais passer à Antéchrista, Amélie Nothomb, paru en 2003. Donc, on a deux jeunes filles blanches. Non, pas deux jeunes filles blanches, c'est deux jeunes filles, dont une qui s'appelle Blanche. Sorry. Qui est insignifiante, intelligente, elle est déjà à la fac à 16 ans, mais personne ne la calcule. Et Christa, qui est la plus populaire. Christa s'intéresse tout d'un coup à Blanche, elle ne comprend pas. Sauf que là, on a une intrusion, on a quelque chose de malsain parce que Christa, en fait, elle est malfaisante, elle est manipulatrice, elle est menteuse. Et Blanche s'en rend compte, sauf qu'elle est prise au piège en fait dans cette amitié malsaine et n'arrive pas du tout à s'en sortir. Donc comment faire pour sortir de l'emprise de quelqu'un, d'une personne en plus qui semble toute gentille aux yeux du reste du monde, mais en fait vous vous rendez compte que c'est un monstre. Ça existe, donc on a une sorte de harcèlement qui fait que la lecture, on n'arrive pas à s'arrêter, surtout que Amélie Nothomb, je ne sais pas ce qu'elle met dans ses livres, mais moi je trouve qu'elle est très prenante à la lecture, et tant que c'est pas fini, on n'arrive pas. Donc Antéchrista, il se lit assez facilement. Tout le monde peut le lire parce que voilà, elle n'est pas non plus hyper violente ou quoi que ce soit. Les mots sont violents, mais c'est à la portée de toutes les âmes. Je vais ensuite passer à Si tout n'a pas péri avec mon innocence de Emmanuel Bayamak-Tam. Là, on part dans le sud de la France avec Kim qui vit avec ses parents, une mère égoïste affublée d'un bec de lièvre et un père tatoueur qui s'amuse à tatouer tous ses enfants du même signe distinctif. Donc voilà, elle se rend compte de l'immaturité des adultes. Elle est assez proche de ses frères, sauf qu'un drame survient, c'est que un de ses frères de 13 ans se suicide. Et là, voilà, elle se rend compte que la vie est ce qu'elle vaut d'être vécue. Elle se rend compte voilà, qu'elle est d'un autre monde, les adultes ils sont complètement à côté de la plaque. Et on a le sujet du harcèlement scolaire, on a du sujet du deuil, on a le sujet du suicide, on a le sujet de la perte de repères, parce qu'un suicide, ça impacte tous les proches autour, comment continuer à vivre après ça. Donc c'est un livre qui est vraiment très poignant, que je conseille, c'est très bien écrit, et je ne sais pas si j'ai dit, il est paru en 2013. Je vais ensuite vous parler de Love and Pop. Là, on part en Asie, hein, de Murakami Ryu, paru en 98. Il y a un film qui a été fait, je ne l'ai pas vu, donc c'est prévu dans mes choses à faire.
Et on parle d'une sorte de prostitution au Japon. Donc on a, comment elle s'appelle? Hiromi, c'est une jeune lycéenne qui a tout ce qu'il faut. Elle fait partie d'une vie modeste, ses parents lui donnent de l'argent de poche. Mais voilà, avec ses copines, on n'en a jamais assez. Donc elle trouve une bague hyper jolie qu'elle ne peut pas s'offrir avec l'argent de poche que ses parents lui donnent. Donc elle décide de rentrer dans un petit truc qui se fait vachement au Japon, c'est devenir une sorte d'escorte pour des hommes qui ont besoin de compagnie. Sauf que elle tombe sur des gens qui ont des lubies un peu étranges par rapport à elle, elle ne comprend pas et finalement elle est peut-être prise à son propre piège pour une bague. Voilà. Donc hyper intéressant et puis on découvre aussi la culture japonaise qui est juste, mais je trouve ça hyper sympa, quoi. Leur façon de vivre, leurs mœurs n'ont rien à voir avec les nôtres. Donc c'est assez intéressant de découvrir cette culture-là à travers ce livre-là. Je vais ensuite parler de tout ce que l'on ne s'est pas dit de Céleste Ng. Pour ceux qui ne savent pas, Céleste Ng, c'est celle qui a écrit un autre livre qui est La Saison des Feux, qui a été adapté via une série sur Amazon Prime, jouée par Kerry Washington et Reese Witherspoon, qui est une super série très intéressante. Et ces sujets primordiaux sont un petit peu la cellule familiale, des répercussions des désirs sur les enfants, le racisme, le sexisme. Dans ce livre-là qui est paru en 2014, on a donc la perte d'un enfant. Donc on commence avec Lydia qui a disparu, on ne sait pas où elle est. En fait, elle est morte noyée. Mais on découvre cette cellule familiale. On a la maman qui a raté sa vocation de médecin. On a la maman qui a raté sa vocation de médecin à cause de l'époque, à cause du sexisme, et qui est devenue mère au foyer et qui a des frustrations. Et on a un père chinois qui a une carrière exemplaire. Il enseigne à l'université, mais qui a sa frustration d'être toujours vu comme étranger, qui subit le racisme. Et ils ont 3 enfants. 3 enfants, dont Lydia qui est la deuxième de ce couple-là, et dont tous les espoirs vont être portés sur elle. Et on comprend en fait finalement que par ricochet, les frustrations des parents vont impacter directement les enfants et ça peut mener même à la mort. Donc chaque personnage est assez scruté, on a toute la psychologie des personnages qui est hyper intéressante. On aborde justement donc le racisme, le sexisme, on a l'amour maternel qui est toxique finalement. Et est-ce qu'il faut répercuter ses désirs sur ses enfants? Non, il faut les laisser vivre tout simplement. Je vais ensuite vous parler de Il faut qu'on parle de Kevin, de Lionel Shriver, paru en 2003. C'est à l'époque où on parlait énormément de la tuerie de Columbine et des tueries dans les écoles aux États-Unis, avec des documentaires assez connus sur le sujet, sur la facilité d'avoir des armes. Et ce livre, en fait, aborde cette thématique-là. Et d'une manière assez étonnante, c'est qu'on a la vision de la mère qui nous explique en fait son fils, qui il est et pourquoi il en est venu en fait à tuer plusieurs enfants de son lycée, son père et sa petite sœur. Donc la mère, elle se retrouve seule. Non seulement elle fait face à la méchanceté de ses voisins, de la ville, voilà, elle se fait un petit peu harceler de tous les côtés parce que c'est son fils qui est en fait le coupable. Et finalement, quand on en arrive là, on a tendance à penser que c'est la faute des parents en fait. Et là, dans ce livre-là, elle explique en fait son fils comment il était enfant. C'est un enfant assez difficile, dur, cruel, qui faisait des choses vraiment méchantes. Il en est même venu à crever l'œil de sa sœur et en plus qui était quelqu'un de sournois et manipulateur parce que le père ne s'en rendait absolument pas compte. Puis la petite sœur, elle est toute inoffensive, donc voilà, la pauvre, elle n'y pouvait rien. Et c'est la mère qui se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez son fils. Mais quoi exactement? Elle ne saurait pas mettre le doigt sur ça. Et puis, il y a eu cette tuerie et le monde qui s'effondre concrètement pour elle. Et lui... voilà, on a le portrait d'un monstre en fait concrètement et on comprend que finalement c'est pas forcément les parents qui sont pour quelque chose en soi, c'est un enfant qui avait déjà une personnalité particulière et qui est parti, qui a choisi ce chemin-là depuis très longtemps. Donc il y a des enfants qui ne sont pas si immatures que ça, ou peut-être si c'est une forme d'immaturité, je ne sais pas, mais en tout cas, qui choisissent de faire des choses graves et de faire des choses mauvaises. Il y a un film qui a été fait, adapté de ce roman, avec Tilda Swinton. Enfin, les acteurs, ils sont super du film. Je vous le conseille, il est très bien fait. Je trouve que c'est un des films adaptés d'un livre qui est assez bien fait.
Donc voilà, j'ai fait le top 7 des livres sur l'adolescence, sur cette période sensible. J'aime beaucoup. Si vous avez d'autres à me proposer, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Salutations!